Très bien, bonjour tout le monde. Je vais essayer de présenter dans cette vidéo une révision du cours de l'analyse financière. Une révision mais sur un cas d'application, et on va essayer de traiter l'ensemble des chapitres du cours de l'analyse financière. Donc le cas, c'est un cas de deux entreprises, donc on va travailler sur deux bilans, deux exercices, 2015 et 2016, donc pour deux entreprises, Gaz et TMA. Alors la documentation comptable sur laquelle on va travailler, c'est une documentation certifiée disponible sur le site de la Bourse de Casablanca. Donc il y a les bilans, l'actif, le passif, il y a le compte de produits de charge, le CPC, il y a l'état des soldes de gestion et il y a le tableau de financement avec ces deux parties. Et puis des autres informations complémentaires comme le tableau des dettes, le tableau des créances, le tableau des immobilisations, les tableaux des titres de participation, etc. Donc on ne va pas utiliser toute cette documentation comptable, mais juste ce qu'il nous faut pour mener cet exercice d'analyse financière. Donc je reviens à l'objectif du cours, donc enfin l'objectif de cette présentation, de cette vidéo, c'est appliquer l'analyse financière, tout ce qu'on a vu, les trois chapitres, l'analyse fonctionnelle, l'analyse par le tableau de financement, l'analyse par le flux, et puis l'analyse liquidité et l'analyse par les ratios. Je commence par faire un petit rappel en ce qui concerne le bilan fonctionnel de l'entreprise, donc un petit rappel. Quelques éléments essentiels sur le bilan fonctionnel et le tableau de financement. Donc le bilan fonctionnel, c'est un bilan en grande masse. Donc c'est un bilan en grande masse. Il est élaboré à partir d'un bilan comptable auquel on apporte un certain nombre de retraitements et on applique un certain nombre de démarches d'analyse financière pour tirer des conclusions. Le tableau, le bilan fonctionnel, c'est un bilan qui est classé en termes de flux. Donc il y a les trois flux essentiels de l'entreprise. Donc il y a le flux d'investissement, et puis le flux de financement, donc le flux de financement et le flux d'exploitation. Et l'objectif de l'analyse financière, il est simple, donc l'objectif c'est essayer de porter une analyse sur l'équilibre financier. L'objectif donc c'est analyser l'équilibre financier de l'entreprise. Donc l'équilibre financier de l'entreprise. Donc cette notion de l'équilibre financier, il va être traité à partir d'un certain nombre de ratios pour voir est-ce que cette entreprise est équilibrée financièrement ou bien est-ce qu'elle présente les indices, des indicateurs sur une crise financière. Donc la première des choses, c'est qu'on va, à travers cette documentation comptable de ces deux entreprises, d'élaborer des bilans fonctionnels, d'analyser l'équilibre statique en premier lieu, et puis d'analyser l'équilibre par le tableau de financement. Ça veut dire une analyse dynamique. Une analyse dynamique. Et là, c'est une analyse dynamique. Donc là, c'est le tableau financier qui va nous permettre d'élaborer ou de faire une analyse dynamique. Par contre, à ce niveau-là, le bilan fonctionnel va nous donner des informations, mais d'ordre statique. On va voir ça
petit à petit. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour cette présentation. Donc là, c'est le menu. La documentation, c'est ça. Et nous avons le cours pour suivre le cheminement de l'analyse. Donc, un bilan fonctionnel, il faut le rappeler, un bilan fonctionnel, c'est un bilan en grande masse, classé en termes de flux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va transposer les montants qui existent dans ce bilan comptable, ça c'est un bilan comptable, au 31/12/2015, on va transposer ces montants qui nous concernent dans un bilan fonctionnel. Alors nous avons là 3 années et nous avons ici un certain nombre d'éléments. C'est les éléments, les masses, donc nous avons en actif l'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie actif. Et au passif, nous avons le financement permanent, passif, nous avons le financement permanent, le passif circulant et la trésorerie passive. Les montants, on va les rapporter directement du bilan comptable. Et là, l'actif, ce sont les emplois, et le passif, ce sont les ressources. Et toute la question maintenant de l'équilibre, c'est essayer de voir comment ces ressources-là ont financé ces emplois-là et dans quelle mesure. Donc si le financement, c'est à partir de cette relation entre les ressources et les emplois qu'on va pouvoir estimer est-ce que l'équilibre a été maintenu ou bien la gestion a été déséquilibrée. Et ça en calculant un certain nombre d'agrégats. Donc pour l'actif immobilisé, pour 2014, il faut voir tout simplement le bilan de 2015. Parce que le bilan, le modèle normal, il y a 2 colonnes. Une colonne pour le net de l'année en cours, de l'année en question, 2015, et une autre colonne pour l'exercice précédent, c'est-à-dire 2014. Dans un bilan fonctionnel, on va travailler par les montants nets. On va travailler par les montants nets. Donc je rapporte, par exemple, ici, là, dans l'actif, je vais voir, là c'est l'actif immobilisé, donc le total de l'actif immobilisé, donc c'est A plus B plus C plus D plus E. Je rapporte directement le montant net dans la rubrique 2015 de mon bilan en grande masse et de même pour l'année 2014. Donc sur mon tableau, j'aurai ici en 2014 un actif immobilisé de ce montant-là, un actif circulant de ce montant-là, une trésorerie active de ce montant-là. Donc je ne fais que rapporter, je ne fais pas de retraitement. Donc il est utile de faire un certain nombre de retraitements qui concernent les flux qui ne sont pas des flux financiers, comme par exemple l'écart de conversion actif ou l'écart de conversion passif, qui ne sont pas des flux financiers, comme par exemple les immobilisations en non-valeur, mais le plan comptable ne tient pas en compte ces retraitements et ce qui n'est pas l'équilibre, en tout cas au niveau des calculs, il est inchangé. Donc, parce que lorsque je retraite par exemple les immobilisations en non-valeur de l'actif, il faut le faire au niveau des passifs, donc les montants globaux ils changent, mais les rapports ne changent pas. En tout cas, l'objectif c'est pas d'entrer dans les détails techniques des retraitements, mais de montrer l'analyse d'une manière globale, simple et intéressante. Très bien, donc là c'est pour l'année 2014, donc c'est la même chose pour l'année 2015, je rapporte les montants, et c'est la même chose pour l'année 2006 en ce qui concerne
les emplois. La même chose pour le passif, donc je cherche l'information directement en ce qui concerne le financement permanent. Donc le total, c'est ça. Je prends les montants de l'exercice de 2015 et les montants de 2014. Et c'est la même chose pour 2016. Donc la même chose pour 2016. Je prends les montants de l'actif et je prends le montant des passifs. Donc il suffit d'aller directement vers les totaux et les rapporter directement sur le bilan fonctionnel en grande masse. Donc, pour les ressources, donc j'ai ces ressources, et il est toujours utile, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, de calculer des variations parce qu'ils vont permettre par la suite de comparer entre les entreprises, d'expliquer les variations, etc. Comme par exemple ici, entre la variation de 2014 à 2016, on remarque qu'il y a une augmentation de 6%, donc à comparer avec l'augmentation par exemple des taux de croissance du secteur, parce que là, un actif immobilisé qui augmente, ce sont des investissements. Donc l'entreprise, elle est dans une stratégie de croissance interne, elle est en train d'investir, ça augmente d'année en année. Et il faut comparer cette augmentation avec celle d'autres entreprises, par exemple du même secteur, pour voir est-ce que l'entreprise il suit la croissance du marché, est-ce qu'il ça, c'est une information d'ordre général parce qu'il reste quand même à l'affiner au niveau des tableaux de financement. On verra ça par la suite. Donc là, j'ai les variations. Par exemple, au niveau des ressources, il y a aussi des variations. On remarque que le financement permanent, il y a quand même une légère augmentation de 3%, de 14 à 16. Par contre, au niveau des passifs circulants, il y a une diminution assez remarquable. Et pour la trésorerie passive, c'est encore plus. Donc, il a diminué de presque 96%. Donc, cette information, il est utile de la saisir le moment opportun parce que on aura besoin pour expliquer les phénomènes. Alors là, à ce niveau-là, le total, c'est toujours le total de l'actif qui est égal au total des passifs. Donc l'actif en 2014, c'est 6 milliards 622 et les ressources, c'est 6 milliards 622 en 2014. Pour 2015, donc l'égalité, c'est la même chose. Pour 2016, c'est la même chose. Remarquons aussi là que le total du bilan, il a diminué. Donc il y a là une diminution. Je vais faire le rapport là. Donc c'est moins 15%. Donc de 2014 à 2016, le total de l'actif, ça veut dire le total des emplois a diminué de 15%. Pour les ressources, donc ça doit être la même chose. Donc là, c'est un bilan condensé, c'est un bilan fonctionnel et qui est élaboré directement à partir des totaux des bilans comptables. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on peut tirer comme information. Là, l'objectif, c'est toujours l'analyse de l'équilibre. Donc, on va essayer de déterminer deux indicateurs ou trois indicateurs principaux. Le premier, c'est le fonds de roulement fonctionnel. Là, donc, c'est fonds de roulement fonctionnel. Le deuxième, c'est le besoin de financement global. Et le troisième indicateur, c'est la trésorerie nette. Donc, pour le premier indicateur, le fonds de roulement, donc je prends tout simplement l'actif immobilisé, ça veut dire les immobilisations de l'entreprise, moins le financement permanent. Ou plutôt, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. Donc, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. Deuxième indicateur, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Et le troisième indicateur, c'est soit la trésorerie nette, c'est soit la trésorerie active moins la trésorerie passive, ou bien c'est le fonds de roulement moins le besoin au fonds de roulement. Donc là, c'est une égalité qui va me permettre de faire la vérification des calculs. Donc pour le fonds de roulement, je prends tout simplement ici l'actif immobilisé là c'est la différence entre l'actif
immobilisé de 2014 et le financement permanent de 2014. Donc c'est un fonds de roulement positif. En 2015, ce fonds de roulement est un peu diminué. Donc on peut expliquer pourquoi en regardant les deux composantes de cette équation. Donc qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a diminué. Et pour 2016, donc là, il y a aussi une diminution. Donc il est toujours utile de calculer là une variation pour voir de combien ce fonds de roulement a diminué. Le besoin de financement global donc pour 2014, il est négatif. Donc un besoin qui est négatif, ça veut dire que j'ai un actif circulant qui est supérieur au passif circulant. Donc un actif circulant qui est supérieur au passif, ou plutôt c'est le contraire. Donc un besoin qui est négatif, ça veut dire que j'ai un actif circulant qui est inférieur au passif circulant. Ça veut dire que les ressources d'exploitation couvrent largement les emplois d'exploitation. Donc ce n'est pas un besoin, mais c'est un besoin qui est négatif. Donc c'est un besoin qui est négatif. C'est ça. Donc c'est la même chose pour 2015. Donc ici, les ressources d'exploitation sont beaucoup plus supérieures aux emplois d'exploitation de 2015. Et pour la dernière année, donc c'est aussi, il y a un excédent, si vous voulez, de ressources d'exploitation sur les emplois d'exploitation, mais qui est plus ou moins inférieur que celui des années précédentes. La trésorerie nette maintenant, c'est soit la trésorerie active moins la trésorerie passive pour chaque année, soit le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Attention de ne pas faire l'erreur. Ça c'est moins, donc ça va faire la somme des deux. Voilà pour 2014, pour 2015 et pour 2016. Maintenant, au niveau de l'interprétation, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, durant ces 3 années, les ressources permanentes, ça veut dire les ressources à long terme, les capitaux propres, les dettes financières, couvrent largement l'actif immobilisé en 2014. Donc les ressources à long terme couvrent largement les emplois à long terme et on dégage un fonds qui va servir à couvrir d'autres besoins. Ce fonds qui va couvrir d'autres besoins était de 257 millions de dirhams en 2014. Il a diminué à 242 millions de dirhams en 2015 et encore, il a diminué à 187 millions en 2016. Maintenant, au niveau du BFG, ça veut dire que le cycle d'exploitation, donc ce chiffre-là, montre que le cycle d'exploitation de l'entreprise, qui est entre l'actif circulant et le passif circulant, ça veut dire l'activité courante de l'entreprise, elle est largement couverte par des ressources d'exploitation. Dans les ressources d'exploitation, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve tout ce qui est dans le passif circulant, par exemple ici. Dans le passif circulant, qu'est-ce qu'on va trouver? Des fournisseurs et comptes rattachés, des clients créditeurs, le personnel, donc tout ce qui est organismes sociaux, tout ce qui est État, TVA, tout ce qui est compte d'associés, ça veut dire les fonds que les associés laissent pendant un certain temps à l'entreprise, etc. Et les postes les plus importants, c'est le poste fournisseur, donc par exemple là c'est un peu 2 milliards. Et ces dettes fournisseurs, c'est de l'argent qui va rester à la disposition de l'entreprise. Et cet argent, c'est une ressource d'exploitation qui va permettre à l'entreprise de couvrir des charges d'exploitation, donc dans les
L'exploitation, c'est tout ce qui est marchandises, matières premières, produits en cours, produits finis, créances clients. Donc tout ça, ce sont des emplois et ces emplois-là sont couverts par des ressources d'exploitation. Alors dans cette situation, nous avons deux choses très importantes. D'une part, il y a un excédent des emplois, des ressources permanentes sur les emplois permanents. Et en deuxième lieu, nous avons un excédent des ressources d'exploitation sur les emplois d'exploitation. Donc forcément, la trésorerie sera une trésorerie positive. Donc la trésorerie nette, elle est positive durant toutes les années, avec un pic en 2015, c'est 662 millions de dirhams. Et ça a tombé à presque la moitié en 2016 à 300. Là, c'est l'argent qui reste dans les caisses de l'entreprise et qui est généré par, c'est pas du bénéfice loin de là, mais c'est de l'argent qui appartient aux associés, qui appartient aux fournisseurs, etc., mais qui tourne en attendant les délais. Cet argent-là, il est utilisé dans des titres et valeurs de placement, il est emprunté et il génère des liquidités, il génère des plus-values, il génère des produits financiers. Mais là, ce n'est pas notre sujet. Là, ce qui nous concerne, c'est de voir un peu l'équilibre financier à ce niveau-là. Donc là, c'est une entreprise, sur le plan financier, il présente une situation très importante, très équilibrée, donc il n'y a pas de faille, il y a assez de ressources, que ce soit à long terme, que ce soit d'exploitation, qui couvrent les besoins. Ça, c'est un premier. Donc à ce niveau-là, on peut déjà dire que deux importants indicateurs sont au vert, donc sont de couleur verte, hein, c'est très important. Maintenant, à partir de là, on peut calculer un certain nombre de ratios. Par exemple, un ratio de structure. Donc, il faut tout simplement prendre les capitaux propres sur les dettes financières et voir. Donc là, pour les capitaux propres de 2014, là j'ai les capitaux permanents, les capitaux propres plutôt, les capitaux propres. Les capitaux propres à diviser par les dettes financières ou bien les capitaux propres sur l'actif total. Donc il est toujours, on peut toujours utiliser plusieurs ratios pour exprimer la même chose. Donc dette financière dans le financement permanent. Très bien. Alors je prends les capitaux propres. Pour avoir les capitaux propres, il suffit d'aller directement sur le bilan, donc côté passif. Nous avons là le passif. Nous avons le total des capitaux propres. Donc je prends ce montant-là et je le transmets directement, je le mets directement sur mon tableau. Donc là c'est le montant pour 2016. Ça c'est le montant pour 2016. Donc je le mets sur mon tableau. Et je prends le financement permanent, je prends les dettes financières de 2016. Donc les dettes financières, les dettes de financement, voilà, les dettes de financement. Je prends le total de 2016 et je calcule un rapport qui sera très utile pour... Voilà. Donc ça donne un rapport de... Donc là, c'est 1,94%, ça veut dire que c'est à peu près le double. Donc c'est à peu près le double. Les capitaux propres représentent le double des capitaux, des dettes financières. Donc là, c'est un très bon indicateur. J'estime que ce sera la même chose pour les autres années. Par exemple, ici, pour 2015, je prends les capitaux propres. Pour 2015 et les capitaux empruntés pour 2015
Et si j'ai 3 années maintenant, je peux calculer une évolution. Par exemple, là, c'est 185, donc c'est une augmentation. L'augmentation de la différence, là, c'est à peu près 0,1 point de 2015 à 2016. Donc, en 2016, la couverture, c'est beaucoup plus augmenté. Très bien, donc c'est ce genre de ratio qu'on va calculer à chaque niveau et interpréter par la suite pour voir un peu la différence avec l'autre entreprise. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est l'analyse statique. Donc là, c'est l'analyse statique, c'est ce que permet de faire le bilan fonctionnel. Il donne la situation en termes de flux. Mais cette analyse statique reste une analyse incomplète. Donc, il est incomplète parce qu'il ne nous donne pas comment les ressources ont participé à la couverture de l'emploi durant tout l'exercice. Là, ce sont des chiffres tirés du bilan de fin de période. Donc là, c'est la fin de l'exercice. Mais qui ne met pas en évidence ce qui s'est passé au niveau durant les 365 jours. Donc là, j'ai des chiffres qui sont calculés au 31/12 de chaque année. Mais moi, en tant qu'analyste financier, ce qui m'intéresse, c'est un peu le feeling, comment ça s'est passé. Alors, pour faire ça, il faut passer par le tableau de financement. Donc, le tableau de financement, c'est un tableau qui est en fait composé de 2 tableaux. Donc il y a premièrement le tableau de masse, là on appelle ça tableau de masse du bilan, et le tableau emploi ressources. Tableau emploi ressources. Donc ce sont 2 tableaux différents, mais ils sont imbriqués entre eux. On va voir ça comment. Donc le tableau des masses des bilans, qu'est-ce qu'il nous donne? Rappelons-nous tout d'abord l'objectif, c'est de mener une analyse en termes dynamiques pour dépasser un peu l'analyse statique qui est permise par le bilan fonctionnel. Alors le tableau de masse, qu'est-ce que je fais? Je prends pour chaque année, par exemple là j'ai les 2 années 2015 et 2014. D'ailleurs, ce tableau, il est donné aussi avec la documentation comptable. Là, par exemple, pour ces entreprises-là, voilà, j'ai ici un tableau de financement. Donc, le tableau de financement, il est là. Tableau de financement de l'exercice, avec 2 tableaux, synthèse des masses du bilan et tableau emploi et ressources. Donc là, c'est le tableau de financement qui va me permettre d'extraire une information en termes dynamiques. Alors, je prends tout d'abord ce premier tableau-là. On va voir comment il est construit. Voilà. Donc, je prends pour chaque année. Il donne l'année en cours et l'année précédente. Je prends ici le financement permanent. Donc, je travaille directement sur les bilans comptables. Je reprends le financement permanent. Si je veux tracer un bilan sans passer par... Si je veux tracer un tableau de masse du bilan sans passer par le bilan fonctionnel, il faut reprendre juste les montants qui figurent dans chaque rubrique ici et les rapporter directement sur le tableau. Donc là, j'ai le financement permanent de l'année 15 et j'ai le financement permanent de l'année 14. L'actif immobilisé net de l'année 15 et l'actif immobilisé net de l'année 14. Je calcule le fonds de roulement fonctionnel, donc c'est la différence entre le financement permanent et l'actif immobilisé. Là, donc c'est le fonds de roulement fonctionnel. Pour la deuxième année, pour l'année précédente, c'est la même chose. Donc je calcule le fonds de roulement fonctionnel par différence entre ça et ça. Après, j'ai l'actif circulant, donc l'actif circulant net de l'année 2015 et l'actif circulant net de l'année 14. Le passif circulant, alors le passif circulant des 2 années 15 et 14. Et je calcule le besoin de financement global qui est la différence entre ce que nous avons fait ici. Donc j'aurais pu reprendre carrément directement ce tableau-là. Mais là, il montre
en détail les composantes des fonds de roulement et les composantes du BFG. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On va calculer la variation entre A et B. Ça veut dire la variation du financement permanent, la variation de l'actif immobilisé, et la variation de l'actif circulant et la variation des passifs circulants. Qu'est-ce qu'on va considérer? Toute augmentation de l'actif et toute diminution des passifs sera considérée comme une augmentation de l'actif comme un emploi. Toute augmentation de l'actif et toute diminution des passifs est considérée comme un emploi. Et toute augmentation, donc là, il faut le comprendre tout d'abord, ça veut dire un actif qui augmente, un actif immobilisé qui augmente, c'est un emploi. Un financement permanent ou bien un financement du passif circulant qui diminue, c'est un emploi. Et l'inverse. Donc toute augmentation du passif, toute augmentation des passifs et toute diminution de l'actif sera considérée comme une ressource. Un actif qui diminue, c'est une ressource. Par exemple, nous avons ici un actif qui diminue. Un actif immobilisé qui augmente. Donc, il était de 2 milliards 967 en 2014. Il a augmenté à 3 milliards en 2015. Ça veut dire que c'est un actif immobilisé qui a augmenté, donc c'est un emploi. C'est un emploi d'un fonds de 35 millions, disons de 36 millions de dirhams. C'est un emploi, c'est une augmentation, c'est une variation positive. Là, par exemple, un financement permanent qui était de 3 milliards 225 a augmenté à 3 milliards 246. Donc, il y a une augmentation des financements permanents. Donc, c'est une ressource. On est là. Toute augmentation des passifs et toute diminution de l'actif est considérée comme une ressource. Là, par exemple, j'ai une diminution de l'actif. L'actif circulant était de 2 milliards, disons de 3 milliards, a diminué à 2 milliards. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1 milliard de ressources dégagées durant ce mouvement-là. C'est un flux. Là, c'est un flux financier qui s'est intervenu durant les 365 jours qui séparent 31/12/2014 et 31/12/2015. Donc, durant cette période-là, on a enregistré un flux de ressources du fait de la diminution de l'actif circulant de 2014 à 2015. Ça peut être quoi? Ça peut être des stocks, par exemple, qui ont été écoulés, c'est une ressource. Ça peut être des clients qui ont réglé, c'est une ressource. Ici, par exemple, si on était dans un actif immobilisé qui a diminué au lieu d'augmenter, on sera dans une ressource. Un actif immobilisé qui diminue, c'est quoi? C'est une cession d'immobilisation, par exemple, corporelle ou incorporelle, la vente d'un terrain, par exemple. Donc, c'est un actif qui a diminué. C'est un actif qui a diminué, donc c'est une ressource.
Si c'est l'inverse, comme le cas ici, c'est un actif qui a augmenté, donc on a investi, donc on a employé les fonds. Donc on est toujours dans la logique emploi, ressources, de celle de l'équilibre financier, l'équilibre fonctionnel de l'entreprise. Donc on est toujours dans l'approche fonctionnelle, mais à ce moment-là, on va voir un peu en des termes qui sont dynamiques. Là, donc un financement permanent, c'est comme ça. Donc la règle, c'est ça. La règle, c'est ça. Toute augmentation de l'actif et toute diminution des passifs est considérée comme un emploi. Toute augmentation du passif et toute diminution de l'actif est considérée comme une ressource. Et je calcule mon fonds de roulement fonctionnel. Alors là, il était positif. Et il était positif. Donc la variation, même s'il était positif durant les 2 années, la variation, elle est négative. Donc c'est une diminution. On a enregistré, c'est une diminution. A moins B. A, c'est 2 milliards 242 millions. 242 milliards. 257 millions, 242 millions, 257 millions, donc il y a une diminution de 14 millions 467 qu'on a enregistré et qu'on va considérer comme un emploi. Et la même chose pour le BFG. Donc je fais le calcul du BFG par diminution de l'actif circulant moins passif circulant, ça donne ça. Et puis, la même chose au niveau de 2014, ça donne ce chiffre-là. Donc, la différence, donc là, c'est positif, là, c'est positif, là, c'est la valeur absolue, c'est 172 millions, disons 173 millions de dirhams. Donc là, c'est une ressource. Pourquoi? Parce que l'excédent des ressources d'exploitation est plus important sur les ressources d'exploitation en 2015 qu'en 2014. Le passif d'exploitation offre des ressources supérieures aux emplois d'exploitation en 2015 qu'en 2014. Donc la différence, elle est positive, donc une ressource supplémentaire. Et la trésorerie nette à ce moment-là, c'est la différence entre les deux variations. Donc c'est la variation trésorerie nette, c'est trésorerie active moins trésorerie passive, ou bien la variation de la trésorerie est égale à la variation, donc variation de la trésorerie, donc la variation de trésorerie nette, elle est égale à la variation des fonds de roulement moins la variation des besoins de financement global. Donc, est égal à la variation des besoins de financement global. Alors là, ça va nous permettre d'expliquer les flux de variation de trésorerie par la variation du flux de fonds de roulement, de financement permanent et de l'exploitation. Donc la trésorerie et sa variation, elle est indépendante de la variation des fonds de roulement et la variation des besoins de fonds de roulement. Donc là, c'est déjà un élément fondamental qu'on peut tirer du tableau de masse. Donc le tableau de masse, c'est un document qui est donné, il suffit de le lire et de le comprendre pour faire la deuxième partie de ce tableau. Maintenant, ça c'est le premier tableau, donc c'est le tableau de masse du bilan. Voilà. Et on passe au tableau des emplois et ressources. Donc TER. Tableau des emplois et des ressources. Ça aussi, c'est un tableau qui présente globalement 2 rubriques, enfin globalement et uniquement 2 rubriques. Dans une première rubrique, il y a les ressources stables de l'exercice et dans une autre rubrique, il y a les emplois stables de l'exercice. Et ça, on le fait sur deux exercices, donc 2 colonnes par exercice où il y a les emplois et les ressources. Là, c'est 2015 et là, c'est l'exercice précédent 2014. Alors, ce tableau, qu'est-ce qu'il va faire? Ce tableau-là, il va tout simplement essayer, d'expliquer la variation des fonds de roulement. Cette variation de fonds de roulement-là,
il sera expliqué par le tableau. Ce tableau-là, il va expliquer la variation des composantes du fonds de roulement. Par contre, les composantes, le BFG, la variation des cycles d'exploitation, par exemple, la variation des cycles d'exploitation, là, et la variation de la trésorerie nette, ça, on va les rapporter directement, ces montants-là, on va les rapporter directement en bas des tableaux, ici, variation de la trésorerie, soit positive, soit négative, soit emploi, soit ressources, et aussi la variation des besoins de financement global, ou bien la variation du BFG, on va la rapporter ici. Par contre, tout ce qui est en dessous là, ce sont des éléments qui vont expliquer la variation des fonds de roulement. C'est comme si le tableau, il calcule ces variations dans le tableau de masse, il laisse les composantes des fonds de roulement et les détails, il donne les détails de cette variation des fonds de roulement dans le tableau. Par contre, la variation des besoins de financement global et la variation de la trésorerie, il les rapporte directement. Ce tableau-là, ça va nous permettre aussi de mener une analyse plus détaillée pour voir ce qui est vraiment, comment les choses se sont passées en termes d'emploi et de ressources permanentes, parce que là, c'est le fonds de roulement. Alors, ce que je fais maintenant, c'est je reprends directement le tableau de financement. Voilà le tableau des masses. Donc là, dans cette situation-là, c'est entre 2015 et 2014. Donc j'aimerais travailler sur ça, c'est mieux. C'est 2015 et 2014. Donc le tableau de financement, c'est ça. Tableau de financement, donc il donne les masses. Tableau de masse, il donne les variations de fonds de roulement et BFG et la trésorerie nette. Trésorerie nette, BFG et trésorerie nette, je vais les retrouver ici directement. J'ai ici un montant de... Alors, pour le fonds de roulement fonctionnel, donc pour le besoin de financement global, la variation, c'est une ressource entre A et B, donc les 172 millions. Je vais les retrouver directement ici, les 172 988, c'est variation des besoins de financement global. La trésorerie nette, donc sa variation et les deux trésorerie nette, variation de 158 millions, un emploi, je vais la retrouver ici, variation de la trésorerie nette, 152, un emploi. Donc ces deux éléments-là, je les mets directement ici. Par contre, le reste, c'est le détail de la variation des composants du fonds de roulement. Rappelez-vous, l'objectif de cette analyse fonctionnelle, c'est tout simplement d'analyser comment l'équilibre s'est réalisé entre les emplois et les ressources. Alors, ce tableau-là me donne effectivement les détails des emplois et surtout comment les ressources ont été utilisées. Autrement dit, il nous montre comment les ressources qui ont été mises à la disposition de l'entreprise durant les 365 jours ont été utilisées. C'est ça. C'est ça la question fondamentale auquel le tableau de financement essaie de répondre. C'est comment les ressources qui ont été mises à la disposition du management de l'entreprise, à la direction de l'entreprise, comment ces ressources ont été utilisées et pour quels résultats. Parce que par la suite viendra une analyse de la rentabilité, une analyse de l'activité, etc. Et ça, c'est le point fondamental. Donc le point d'entrée à l'analyse financière d'une entreprise, c'est l'analyse fonctionnelle. Le tableau de financement, c'est une ressource très importante qui nous montre une dimension très importante de cet équilibre. Donc, voyons maintenant en détail un peu les ressources. Les ressources de 2015. Alors, la première des choses, c'est l'autofinancement. L'autofinancement, donc là, pour l'autofinancement, c'est tout simplement le bénéfice de l'exercice plus les dotations aux amortissements. La capacité d'autofinancement, donc le tableau là, nous donne directement
l'autofinancement. Voilà. Donc, il y a un bénéfice en 2015, plus un ensemble de dotations, sans entrer dans les détails. Mais l'idée générale, là, on ajoute toutes les charges calculées et on retranche tous les produits calculés. Les charges calculées, ce sont des charges constatées. Les dotations, par exemple, d'exploitation, d'amortissement, ce sont des charges qui existent, bien entendu, dans le CPC. Donc, dans le CPC, là, il y a un ensemble de charges. Là, ce sont les produits. Donc, compte de produits et charges, les charges. Alors, compte de produits et charges, nature et produits d'exploitation, les charges d'exploitation, par exemple. Il y a les dotations d'exploitation. Là, il y a des dotations d'exploitation d'un montant total de l'exercice précédent, c'est 212 millions de dirhams. Ces 212 millions de dirhams, ce sont des charges, mais des charges qui n'ont pas été payées à des tiers. Ce sont des charges fictives, ce sont des charges constatées, ce sont des charges qui ne sont pas décaissables. Ce sont des charges qui ne sont pas décaissables. Alors, ils sont dans le compte de produits et charges, justement pour que le bénéfice net, on réalise une économie d'impôt sur le bénéfice net. On ne paye pas sur les charges d'amortissement. C'est ça l'idée. Donc, ce montant des charges qui est calculé, il faut bien entendu l'ajouter au bénéfice. Et alors là, j'aurai le bénéfice plus toutes les charges qui sont tout simplement des charges constatées, qui ne se sont pas traduites par des flux sortants, des flux financiers sortants. Et je retranche tout un ensemble de produits qui ne sont que des produits fictifs. Ce sont des constatations comptables, des reprises par exemple, etc. Là, les reprises financières, les reprises d'exploitation, ce sont des reprises qui ne constituent pas des entrées de flux financiers réels. Donc là, il faut les retrancher. Et je dégage l'autofinancement. Donc l'autofinancement, il est de 230 millions. Cet autofinancement, c'est la première ressource qui a été mise à la disposition de l'entreprise, qui était dans l'entreprise. Durant ces 365 jours, il y avait cette ressource-là qui circule au sein de l'entreprise. Donc là, j'ai ici le tableau de financement, donc les 230 millions d'autofinancement en 2015. Qu'est-ce qu'il y a dans cet autofinancement? Il y a tout d'abord une capacité d'autofinancement moins ce que nous avons distribué en termes de dividendes. Donc l'information là sur l'autofinancement, c'est le tableau de la capacité d'autofinancement, la CAF. Donc j'ai la capacité d'autofinancement qui n'est que les bénéfices plus les dotations moins les reprises. Donc plus les dotations moins les reprises, ça donne 591 millions de cette somme-là. Donc je reprends directement cette capacité d'autofinancement dans le tableau. Le tableau de financement reprend dans la partie des ressources la première ressource qui est l'autofinancement. Donc l'autofinancement, c'est la capacité d'autofinancement. Là, il est donné les 591 millions. Donc là, c'est directement une information qui est donnée par le tableau de la capacité d'autofinancement. Ce tableau-là, il me donne la capacité d'autofinancement et aussi les bénéfices qui ont été distribués. Donc, si je retranche maintenant de cette capacité les bénéfices distribués, il me reste l'autofinancement, ça veut dire ce qui reste à l'entreprise de son argent propre pour réaliser des programmes d'investissement. C'est l'autofinancement. Maintenant, la question d'où je peux tirer cette information qui concerne
les bénéfices distribués. Alors là, il y a deux solutions. Soit c'est une information qui est carrément donnée par l'entreprise. Donc là, je cherche un document qui montre la proposition de répartition du bénéfice, par exemple, c'est ça. Donc là, on peut trouver une information sur une proposition. Donc ça peut être dans un autre document, par exemple ici. On peut avoir ce genre d'informations. Projet de résolution à soumettre à l'Assemblée générale, voilà, par exemple. On peut trouver cette information dans la documentation comptable de l'entreprise, comme ici. Donc là, c'est projet de résolution à soumettre à l'Assemblée générale ordinaire. Voilà, c'est important de souligner cette date. C'est le 29 mars, par exemple, 2017. Alors, c'est une proposition du montant des dividendes à distribuer au titre de l'exercice 2016. Donc l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2016 comme suite. Donc il nous donne une répartition. Donc je vais trouver directement ce montant-là, dividende 360 millions, directement dans le tableau de financement de 2016. 360 millions de dirhams, ce sont des dividendes qui ont été distribués au titre de 2015, mais en 2016. Donc là, ce montant a été distribué en 2016, mais il concerne le résultat de 2015. Ce sont des dividendes. Soit je fais comme pour élaborer un bilan financier, je compare par exemple deux exercices. Donc là, il faut comparer 2015 et 2016 pour voir comment ce résultat a été distribué. Par exemple, là, je suis en 2016, les chiffres sont là et le résultat qui me concerne, moi, c'est le résultat de 2015. Donc, résultat net de l'exercice de 2015, c'est ça. C'est à partir de la variation de ces postes-là, de 2015 à 2016, je peux détecter le montant des dividendes qui ont été distribués. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ce montant-là, j'ajoute le report à nouveau, et là, c'est le bénéfice distribuable, et je fais comment, le total de ces deux rubriques-là, comment il a été affecté, quels sont les postes qui ont changé. La réserve légale n'a pas changé, ça veut dire rien n'a été affecté à la réserve légale. Autre réserve, je remarque qu'il y a une augmentation, donc c'était 446, ça a augmenté à 485. Donc la différence entre ça et ça, elle est d'origine des résultats de cet exercice, de la répartition de cet exercice. Donc, un simple calcul de comparaison entre la variation des postes concernés par la répartition de n à n plus 1 ou bien de n plus 1 à n, ça me permet de détecter quel est le nombre, enfin quel est le montant des dividendes qui ont été distribués. Ce montant de dividendes, je vais le retrouver ici dans le tableau de financement. Je vais le retrouver dans le tableau de financement. Et puis, donc là, et puis, il y a un autre type de ressources de ressources stables, c'est la cession et réduction des immobilisations. Remarquons que, donc, il y a 51 millions de cession et réduction d'immobilisation, c'est une ressource. Donc là, c'est un actif immobilisé qui diminue. Donc la règle, lorsque l'actif immobilisé diminue, c'est une ressource. Alors, j'ai ce montant-là qui provient des cessions d'immobilisation. On peut se poser la question, par exemple, cette entreprise, elle est en train de vendre quoi? Alors, il faut se référer directement au tableau des immobilisations pour avoir ce type d'information. Ça aussi, c'est très important. Tableau des immobilisations, les augmentations, ce sont les investissements et les diminutions. Il y a trois types de diminution. Il y a les cessions, il y a les retraits carrément, un matériel retiré de l'entreprise, et il y a les virements.
Donc, ce qui me concerne, ce sont les cessions. Qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu des immobilisations corporelles. Précisément, on a vendu des installations techniques, matériel et outillage. Installations techniques, matériel et outillage, donc d'un montant de 51 308. Remarquons que cette cession-là, cette diminution-là, il n'est pas donnée par le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, qu'est-ce qu'il me donne? Le bilan fonctionnel me donne des totaux. Donc le bilan fonctionnel, il me donne des totaux. Voilà. Alors le bilan fonctionnel ici, l'actif immobilisé, en 2014 était de 2 milliards, disons 3 milliards, 2 milliards 900, en 2015 a augmenté de 3 milliards. Mais l'information sur qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a diminué, ça ne me permet pas de dire ça. Donc là, on suppose que ça a augmenté de 6%, mais peut-être qu'il y avait une diminution de 2 et une augmentation de 8. Mais la moyenne, c'est 6. Donc, il faut être très vigilant, il faut pas interpréter ces variations-là comme étant des variations absolues. Il faut affiner cette analyse par le tableau de financement. Donc, c'est ça l'utilité de ce tableau. Je continue. Quelles sont les autres ressources stables? Donc, il y a la cession d'immobilisation. Et puis, il y a une augmentation de dettes de financement. Donc, il y a un montant de 14 millions de dettes. Voilà, donc, ce montant-là d'augmentation, là aussi, le bilan fonctionnel ne permet pas de donner ce montant-là. Et il ne faut pas chercher l'information, il n'existe pas. Donc, on ne donne pas, on donne, sûrement, il y a un tableau des dettes, mais ce tableau-là ne donne pas aucune information sur les emprunts nouveaux. Donc, il donne ça en termes d'analyse par échéance, donc plus d'un an, moins d'un an, autre analyse, montant vis-à-vis de l'État, etc. Donc, mais ça ne donne pas d'informations sur ce qui a été contracté comme nouveau emprunt, ni sur ce qui a été payé comme dette. On se réfère directement au tableau de financement pour voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Augmentation des dettes de financement. Donc là, c'est les dettes de financement. Voilà le total des ressources stables. Donc, les ressources stables dégagées durant ces 365 jours, c'est ça. C'est 365 millions de dirhams. En 2014, c'était un peu plus. C'était 983 millions de ressources. On peut déjà voir que la différence, ça existe à ce niveau-là. Donc cette entreprise a fait beaucoup, a enregistré une grande augmentation, une augmentation très importante des dettes de financement. C'est 622 millions de dirhams. Le reste, donc il a distribué à peu près la même proportion de dividendes, peut-être avec un peu plus d'augmentation de cession d'immobilisation, de vente de cession d'immobilisation. Mais là, c'est déjà, on peut tirer une information très importante, c'est que l'entreprise est en train de vendre son actif immobilisé et on a vu tout à l'heure qu'il est en train aussi de le renouveler et d'investir. Ça, c'est côté ressources. Voyons maintenant côté emploi. Qu'est-ce qu'il y a dans les emplois? Donc, les emplois stables, il y a les augmentations de l'actif. Donc, les augmentations de l'actif sont des emplois. Voilà. Il y a l'acquisition et l'augmentation d'immobilisation. Donc, il y a cet effort d'investissement. Il y a cette stratégie de croissance interne. Il y a aussi le remboursement des dettes. Le remboursement des dettes, c'est une diminution de l'actif. Donc, en termes de variation, c'est un emploi. Il y a remboursement des dettes. Et j'ai un total. Donc, c'est tous les deux grands montants, c'est ça. Et j'ai un total des emplois stables de 420 millions, disons 421 millions de dirhams. Et pour les ressources, j'ai ce montant-là. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les montants des ressources stables durant l'exercice, le total des emplois stables durant l'exercice, la variation des besoins de financement global là
je le prends directement de la synthèse des masses du bilan, donc la variation des besoins de financement global, et la trésorerie nette aussi, je la prends directement. La trésorerie nette, je la prends directement des tableaux de financement. Donc c'est 360 millions. C'est 360 millions pour la trésorerie, donc c'est une ressource. 360 millions, c'est une ressource. Donc, et maintenant je fais le calcul de telle manière que l'ensemble des ressources est égal à l'ensemble des emplois. Donc, toutes les ressources qui ont été mises à la disposition de l'entreprise ont été utilisées de cette manière. Et là, je peux calculer un certain nombre d'autres indicateurs. Ce qu'on peut dire maintenant au niveau des tableaux de financement, ça permet justement d'expliquer la variation en termes dynamiques des besoins des fonds de roulement, mais malheureusement, il ne nous donne pas le détail de la variation des éléments des besoins de financement global. Ça veut dire qu'il ne détaille pas comment les postes de l'actif circulant et les postes des passifs circulants ont changé. Donc, il nous donne une information synthétique sur la variation du BFG. On aurait aimé avoir une information plus détaillée sur qu'est-ce qui a augmenté au niveau des composantes de l'actif circulant, qu'est-ce qui a augmenté au niveau des composantes des passifs circulants. Donc, c'est un peu, et à partir de là, on peut tirer un certain nombre d'informations sur l'équilibre, par exemple, en regardant sur 2 ou 3 années, on peut voir par exemple l'évolution des indicateurs de l'équilibre entre ces deux entreprises.